Donc, comment gérer l'hypocrisie ou les gens qui parlent trop, en milieu de travail? Comment je fais pour naviguer, puis ne pas me trouver dans des intrigues dans le milieu professionnel? Beauté, Maïga, bonjour, hello, bienvenue sur Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast où on discute de l'importance de nos choix dans la construction de nos vies parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui ont un impact sur ce qu'on va manger demain à midi, bref, sur notre vie. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode en direct du Guacamole avec des membres de notre communauté et on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir pour ce 30e épisode du podcast à l'occasion des 2 ans du podcast Qu'est-ce qu'on mange à midi? Et pour cet épisode spécial, on a 2 invités également spéciaux avec qui on va aborder un thème, le monde professionnel et ses non-dits. Lorsqu'on commence à travailler, lorsqu'on transite du monde du travail, que ce soit des études, comme nouvel arrivant dans le marché du travail ou comme juste nouvel arrivant dans, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou au Canada ou même dans d'autres pays, il y a vraiment des codes qu'on se rend compte que on aurait aimé savoir, qu'on nous dit. Il y a des choses qui sont implicites, qu'on pense savoir des fois, mais des fois on fait des erreurs juste parce qu'on ne savait pas. Et c'est cela qu'on va aborder aujourd'hui avec mes invités. Donc, je vais inviter Dominique et Serge à s'avancer. Je vais juste leur donner la place. Bienvenue Serge et Dominique. Donc, on a Dominique Raté qui est entrepreneur dans la restauration, copropriétaire des restaurants Guacamole, le beau restaurant qui nous accueille aujourd'hui. Elle est une chaîne de, comme les Guacamole, c'est une chaîne de restauration mexicaine dans la région du Grand Moncton et elle va nous partager son expérience du recrutement et des défis liés à l'emploi dans son secteur, mais aussi juste son expérience en tant que tu as été étudiante, tu as transité dans le monde du travail. Et puis, on a Serge Zabli, responsable de l'intégration des étudiants internationaux pour la ville de Moncton, qui accompagne celles et ceux qui arrivent sur le marché du travail canadien. Il va nous partager son expérience en tant qu'étudiant international et sa transition dans le monde professionnel. Bienvenue à tous les deux. Donc, je vais d'abord donner la parole à Dominique pour que tu puisses te présenter brièvement, puis ensuite à Serge. C'est bien, merci Esther. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir au restaurant ce soir. Donc, c'est ça, mon nom c'est Dominique Raté. Je suis originaire de Moncton, Nouveau-Brunswick. J'ai fait mes études en administration des affaires à l'Université de Moncton. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont passés là aussi. Puis je suis présentement en train de faire un MBA, à l'Université d'Ottawa en parallèle. Donc j'étais là-bas l'année dernière, puis là, je suis de retour ici, je fais ça en ligne cette année. Puis, dans le fond, c'est ça, je suis copropriétaire des restaurants Guacamole. Puis le guacamole, ça vient d'où? On a commencé le premier restaurant en 2014. Puis, j'ai grandi dans une famille entrepreneuriale où est-ce que la cuisine était vraiment au cœur, de la passion de la famille. Donc, mon père a fait 25 ans et plus, dans le domaine de la restauration. Il a ouvert toutes sortes de différents concepts aussi, des cafés, le 14 Chibal dont certains d'entre vous connaissent Le peut-être. meilleur café de Moncton. Merci. Ensuite, il y avait le Pastalier aussi qui a été ouvert pendant plus de 25 ans, un restaurant italien, le Graffiti qui était dans la cuisine plus grecque méditerranéenne. Donc, il a touché à différents types de cuisine. Puis pour nous, depuis, que j'ai 4-5 ans, là, ça a été de découvrir le monde à travers les saveurs. Puis, cette passion-là, justement, des goûts, du saveur du monde, de voyager, ça a été vraiment, ce qui a nourri notre passion, littéralement. Puis ce qui m'a poussée aussi à continuer dans le monde, des affaires, puis dans le chemin de la restauration. Donc pour revenir à notre bébé, le guacamole qui s'est créé en 2014, ben, on a aussi vu un besoin justement sur le marché de Moncton. Donc depuis les dernières années, il y a beaucoup de diversité en termes de différentes cuisines, différents restaurants, mais à l'époque, c'était pas tout à fait le cas. On restait à McDo, vraiment dans les franchises, les McDo de ce monde, les Subway de ce monde. Donc, ça faisait du bien d'avoir quelque chose de différent. Puis on a tout le temps été un petit peu en dehors, là, justement, de la zone de confort. Puis on a été, justement, avec le guacamole dans la cuisine mexicaine. À l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose. On avait le Taco Bell qui est plus même là, je pense, aujourd'hui. Puis le Mexicali Rosa qui restait plus dans le Tex-Mex. Puis, justement, j'ai été très chanceuse dans ma vie d'avoir eu l'occasion de voyager un peu partout. Puis, les saveurs au Mexique, la coriandre, la lime, les épices, c'est quelque chose qu'on appréciait beaucoup quand on voyageait. Puis on voulait faire découvrir ces saveurs-là à la communauté ici à Moncton.
Donc ça a été un peu ça le parcours pour les guacamoles. Puis comme je dis, en 2014, il y avait pas grand-chose du genre sur le marché. Ça a été une éducation vraiment d'embarquer les gens à essayer une nouvelle cuisine. Puis là, de plus en plus aujourd'hui, on est exposé à toutes sortes d'informations avec l'internet. Tu sais, on peut voyager à travers les photos, à travers, l'information. On a le bout du monde, on a le monde juste au bout des doigts finalement. Mais bon, donc la curiosité est là, les gens sont plus informés, plus ouverts, plus curieux, puis ça a été un bon levier, un bon timing pour nous. Puis ça nous a permis de développer jusqu'à 4 succursales, dans le milieu du Grand Moncton. Donc contrairement à ce que quelqu'un peut-être peut penser, c'est pas une franchise. On avait vraiment bâti le concept de A à Z. On s'est inspiré vraiment de recettes traditionnelles. Même dans nos premières années, on a travaillé avec une chef qui était venue faire une formation ici du Mexique. Puis elle nous a aidé vraiment à peaufiner nos recettes pour être un peu plus alignées là, avec les recettes authentiques. Maintenant, c'est sûr qu'au Canada, on n'a pas beaucoup d'avocats puis de tomates qui poussent ici encore. C'est plus compliqué l'hiver, donc c'est sûr que d'avoir la saveur exacte, c'est moins possible. Mhm. Mais bon, on fait nos efforts comme on peut pour s'aligner le plus possible. Puis ensuite de ça, ben, c'est ça, ça a été pas mal ça mon parcours. On a développé ça, comme je dis, le premier en 2014, on a ouvert un deuxième cette même année, ensuite en 2016 puis en 2019. Puis dans notre groupe de restaurants, il y a aussi les Cafés Archibald, comme je disais, puis on a l'occasion de travailler avec des super chefs de un peu partout autour du monde qui nous aident à faire évoluer, découvrir des nouvelles saveurs, puis justement, s'adapter aux nouveautés du marché. Moncton a beaucoup changé dans les dernières années, donc faut qu'on évolue nous aussi pour être mieux alignés avec ce que les gens veulent aujourd'hui, ce que les gens recherchent, puis de sortir un peu des sentiers battus. Ah. Donc c'est un peu ça pour moi. Merci beaucoup, Dominique. Je te demande de passer le micro Bien sûr. à Serge. Serge, tu pourras te présenter. Vas-y, c'est correct. Tu pourras te présenter en quelques mots, vraiment pour les personnes qui suivent et qui découvrent. Qui est Serge Zavli? Alors, merci beaucoup, Esther, et je suis vraiment très content de participer à ce podcast, surtout lors de son anniversaire. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi. Merci, et puis merci vraiment à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement pour venir nous mettre en le spot et puis nous regarder. C'est pas vraiment. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais vraiment commencer depuis mon arrivée parce que si je commence depuis le pays, je pense que on va pas quitter ici tout de suite là. Donc, oui, je suis arrivé en 2014 pour des études. Et en passant, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, un pays purement francophone. Donc, ayant déjà fait des études en droit dans mon pays, j'ai décidé de poursuivre ici au Canada. Et quand je suis arrivé ici à Moncton, je ne pouvais pas continuer parce que ce n'était pas le même droit qu'on fait en Afrique ou bien dans mon pays précisément. Du coup, j'ai dû changer carrément de carrière où j'ai repris à zéro une autre formation. Ça n'a pas été une décision facile, mais je suis arrivé au fait. Durant mes 4 années d'études, j'ai pu quand même m'impliquer à travers l'engagement communautaire, para-académique, académique, ce qui m'a valu quand même certaines reconnaissances au niveau provincial, communautaire, au niveau de l'université, tout ça. Et j'ai même ici piloté la présidence de notre association. Alors, au niveau de carrière professionnelle, mon premier job ici au Canada, ça a été à l'Université de Moncton, où est-ce que j'ai gradué en sciences politiques et en management, en business administration. J'avais déjà commencé à travailler en 2017 à temps partiel, mais j'ai gradué officiellement en 2018. Ça fait que je m'occupais majoritairement de l'intégration, l'accueil des nouveaux étudiants étrangers, comme on le dit officiellement, ici à Moncton, mais surtout à l'Université de Moncton. C'est de là que mon parcours a décollé. J'ai fait pratiquement 3 ans dans ce poste à l'université. Ensuite, j'ai voulu juste changer, donc j'ai été prendre encore mon envol dans un organisme communautaire qui est reconnu sous le nom de Chantier Jeunesse. C'est basé dans la province du Québec, mais il voulait juste expandre au Canada. Du coup, j'ai eu ce poste où est-ce que j'ai représenté les provinces de l'Atlantique. J'y ai fait quelques mois
Et j'ai eu une opportunité d'appliquer pour un poste de gestion au gouvernement provincial en immigration, d'où j'ai travaillé de novembre 2021 jusqu'à décembre 2023. Techniquement, qu'est-ce qu'on faisait? J'avais pour mission de m'occuper de l'intégration, la rétention de tous les étudiants internationaux dans la province. Donc, ce qui veut dire, il y avait environ, à l'époque, plus de 7000 étudiants internationaux qui résidaient dans la province. Là, je peux vous garantir qu'on est passé au-delà de cela. Et depuis, je dirais, janvier 2024, je travaille avec la ville de Moncton, toujours dans l'intégration et la rétention des étudiants internationaux. Il faut dire que mon poste avec la ville a commencé d'un besoin de justement retenir les étudiants après qu'ils graduent, parce qu'on a remarqué cette mouvance après la graduation des étudiants qui vont dans d'autres provinces pour justement travailler. Donc la province et la ville a vu qu'il y avait ce besoin justement de les garder ici. Et ma mission, c'est de les accompagner justement à faire cette transition des études au monde du travail, mais aussi potentiellement décider de rester s'ils le souhaitent. Donc, voici un peu grosso modo mon parcours et qui je suis. Merci beaucoup, Serge. En tout cas, tu vois qu'on a les deux invités qu'il fallait pour ce thème parce que Dominique va pouvoir nous donner la perspective d'un entrepreneur qui embauche, mais aussi ton expérience en tant que, tu sais, comme étudiante. Et puis, Serge, par rapport justement au travail que tu fais, mais aussi ton expérience en tant qu'étudiant. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première question. Je tiens à préciser que les questions viennent de la communauté. Donc, les participants qui sont là, vous nous avez posé des questions lors de votre inscription et on n'a rien changé. On a pris les questions telles quelles. Et juste pour préciser encore à la fin, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Dans quelques minutes, on fera, en tout cas, on vous donnera la parole donc à la fin. Donc la première question, si je peux mettre ça dans la catégorie compétences versus feeling. Donc tu as parlé justement il y avait une grosse mouvance qui était observée, les étudiants qui graduaient et qui quittaient la province pour aller dans d'autres endroits vers de verts pâturages peut-être. Donc, la question, c'est est-ce que les entretiens d'embauche sont vraiment basés sur les compétences ou c'est avant tout une question de feeling avec le recruteur? Puis je vais d'abord poser la question à Dominique, puis après Serge, si tu veux renchérir. Donc, est-ce que les entretiens d'embauche sont vraiment basés sur les compétences ou c'est une question de feeling avec le recruteur? Je dirais au niveau de l'entretien, ça tombe plutôt, dans la question de feeling. Pour le premier screening, quand on passe à l'étape de revoir les CV, là, on regarde un peu plus aux compétences, l'expérience de travail, la durée de travail, combien de temps que les gens ont resté dans leur poste. Mais quand ça vient à l'entretien, c'est vraiment de voir est-ce que cette personne-là a la personnalité ou les valeurs ou le charisme pour remplir, si on veut, le poste que je recherche. Puis à travers notre entreprise, oui, on est dans la restauration, mais pour gérer tous ces restaurants-là, on a aussi une équipe administrative, donc une directrice des opérations, comptable. Donc, ça varie un peu selon le poste. C'est sûr qu'il y a certains postes où est-ce que les compétences dominent. Si je pense à comptable, c'est un peu plus pointu. Là, ça prend vraiment ce background-là, plus technique. Mais quand on regarde au niveau des restaurants, c'est vraiment le contact humain, c'est comment on reçoit le client, c'est le côté hospitalité versus, juste dire bonjour puis mettre la bonne portion de poulet là, dans ton caco. Donc, c'est vraiment est-ce que c'est une personne qui va bien, tu sais, travailler est-ce qu'on a l'esprit d'équipe? Est-ce que c'est une personne qui a de l'initiative pour, tu sais, être un pas de l'avant sur les choses qu'il y a à faire, puis d'avoir, c'est ça, des bonnes dynamiques avec les autres employés? Mais aussi avec le client qui vient au restaurant. Mmh. Est-ce que Serge, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la question? Ben, je dirais, ça dépend vraiment du poste pour lequel on applique. Et puis, je pense que Dominique en a brossé un peu. Si je prends un poste en informatique, on est d'accord que tu n'as pas de feeling, on te demande de traiter. On est d'accord là, right? OK, résout-nous le problème, là, on est là, le système est hacké, là, OK, trouve-nous la solution, c'est tout ce qu'on veut là. Mais oui, si on parle d'un poste, justement, comme elle a mentionné dans la restauration, un poste de service à la clientèle, en ce moment, oui, le feeling passerait vraiment au-dessus de la compétence. Mais moi, je dirais, et puis je pense que Dominique l'a vraiment bien introduit, on fait vraiment le pre-screening. Et puis là, on cherche vraiment
qu'est-ce qu'on recherche dans dans la description des tâches, OK? Et dans l'entretien vient maintenant, c'est là qu'on voit le comportement, c'est là qu'on essaie de connaître la personne visuellement parce que dans le CV, on ne sait même pas à qui on a affaire. On voit juste des lettres, des mots qui sont sur un papier, OK? Mais ce que j'ajouterais, c'est que pour une personne, pour un agent de ressources humaines, bien pour une entreprise, on ne cherche pas nécessairement une personne qui a tout. Parce qu'une personne qui a tout, ça n'existe pas. Parce que pour n'importe quel poste pour lequel vous allez appliquer, vous êtes nouveau dans ce poste. Ça veut dire que vous allez avoir autant d'expérience, mais le poste pour lequel vous allez commencer bientôt, vous serez nouveau dedans. Donc, vous allez avoir une période d'adaptation. Et l'employeur sait qu'il a une période d'adaptation à vous apprendre. Généralement, c'est ce qu'on appelle la période de probation. Pour certains, c'est 3 mois, pour d'autres, c'est 6 mois et ça dépend, OK? On s'attend à ce que cette période de probation, tu sois inutile dans le fond. Parce qu'on va te traîner, n'est-ce pas? Et c'est après ça qu'on voit est-ce que tu es capable de rester dans le poste pour lequel tu as appliqué, oui ou non. Et là, tu passes au temps plein ou dépendamment si on veut prolonger ta probation. Mais ce que j'aimerais ajouter ici, c'est vraiment le feeling de l'équipe. Parce que pour une personne, généralement, on cherche, une équipe a déjà une philosophie et une ambiance. Donc, on cherche une personne qui va venir matcher avec l'ambiance qui existe déjà avec l'équipe. Vous pouvez être super compétent, mais si vous n'avez pas une bonne ambiance, si vous n'avez pas une bonne aura, comparativement à une personne qui a juste la moyenne, on peut prendre cette personne parce qu'on sent qu'elle peut bien s'adapter avec l'équipe. Parce qu'une personne qui vient d'arriver avec une mauvaise honte, ça peut affecter le travail de tout le monde. Donc, généralement, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait les entrevues d'embauche. C'est ce que je pouvais vraiment ajouter. J'ai croisé le regard de Élise quand tu parlais, parce que je me souviens qu'on avait fait l'enregistrement avec elle. Elle avait mentionné justement le fait des fois, on dit que oui, la période de probation, c'est la période où, entre parenthèses, c'est censé être inutile. Mais des fois, les gens, on se rend compte que des fois, sur le marché du travail, certains emplois, en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais on s'attend à ce que même pendant cette période de training-là, que tu sois active, que tu prennes des initiatives. Et des fois, tu as des étudiants qui sont perdus, ils sont en mode comme, je suis censée comme, on est censé me traîner pour que j'apprenne, mais là, c'est comme si je suis laissée à moi-même. Et du coup, tu te trouves en train de faire les erreurs, tu as peur de faire des erreurs et tu as peur d'être jugé à cause de tes erreurs, tu vois, parce que tu t'es au début. Donc, surtout les premières années, justement, comme toi qui accompagnes les étudiants dans leur transition des études au monde du travail, est-ce que pour quelqu'un qui commence, qui débute, tu vois, comme je viens de graduer, c'est mon premier emploi, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que, comme je sois capable de tout faire, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire l'erreur en question? Et comme je vais te demander ça, comme toi, la perspective des étudiants internationaux, puis peut-être toi, Dominique, en tant qu'employeur, entrepreneur, est-ce que tu donnes une marge d'erreur à tes employés? Pas que c'est pas faire exprès, mais comme pour quelqu'un qui débute, est-ce qu'il a cette marge d'erreur-là qui est un peu une marge de grâce, si on peut dire ça comme ça? Ben, je dirais, si je dis non, ce serait mentir à cette audience qui est ici. Mais moi-même qui suis un professionnel, ça fait des années, quand tu commences un nouveau job, oui, tu sais que tu vas apprendre. Et même quand tu vas en entrevue, j'ai fait des entrevues à des personnes pour entrer dans mon équipe avec la province. Mais quand tu te fais interviewer, ben, tu ressens la même pression. Est-ce que vous comprenez? En tant que professionnel, quand tu passes en entrevue, ben, tu stresses, tu transpires à grosses gouttes. Mais quand tu es de l'autre côté de la barre, là, c'est chill, tu prends juste des notes et puis là, tu vois la personne souffrir. Donc, oui, on a droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'on te donne cette période de probation. On se trouve dans des situations où il y a des entreprises, souvent c'est des PME, ou peut-être même des MPE, les moyennes entreprises, ou peut-être petites entreprises, qui n'ont pas la capacité en ressources humaines nécessaire pour pouvoir accompagner les nouveaux ou bien les nouvelles personnes. Donc, pour cette personne, elle se fait juste embaucher et après ça, on la met sur le plancher. Mais si cette personne n'est pas accompagnée, évidemment, elle va se faire soit taper sur le doigt ou bien faire autant d'erreurs. Mais s'il y a un accompagnement, c'est en ce sens que cette personne apprendra et comprendra comment est-ce que ça fonctionne dans l'entreprise, c'est quoi la valeur, c'est quoi la philosophie. Donc, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de faire des erreurs
dans la période de probation parce que l'employeur est censé savoir que durant cette période, tu ne fais que apprendre. Certains vont être souvent exigeants d'attendre beaucoup plus d'un nouvel employé dès sa période d'entrée. Et je trouve que c'est tout simplement mettre la pression sur cette personne et ça va jouer sur sa productivité. C'est ce que je veux dire. OK. Dominique? Oui, tout à fait. Donc, on est humain. Et l'erreur, on en fait tous, comme il a dit, c'est autant au niveau des employés que comme nous, comme propriétaires. On apprend, on grandit, on fait des erreurs tous les jours. Donc, oui, c'est certain qu'il y a cette marge-là. Puis, justement, en tant que propriétaire, en tant que gérant d'entreprise dans nos restaurants, c'est notre responsabilité justement d'agir comme mentor, comme coach pour ces personnes-là, pour les amener au point qu'on a besoin justement pour l'entreprise. Puis, je dirais peut-être que cette marge-là varie un petit peu aussi en fonction de la nature de l'emploi, puis de voir est-ce que vraiment le job, c'est un fit pour cette personne-là. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure, comme dans les restaurants, au guacamole, c'est quand même une formule assez simple. Tu n'as pas besoin d'un background en cuisine pour très bien te débrouiller dans nos restaurants. On rend ça vraiment accessible pour les gens qui ont moins d'expérience. Tout ce qui est plus technique, on le fait de façon centralisée à notre cuisine, où est-ce qu'on a un chef dédié pour ça. Donc, là, je te dirais peut-être la marge au niveau de l'approbation, justement, on rentre dans une période un peu moins longue que les 3 à 6 mois. D'habitude, en 3 4 semaines, on a quand même une bonne base d'établi. Je dis pas que c'est mort si tu fais une erreur après ça, mais normalement, après 3 4 semaines, tu as quand même un aperçu de comment la personne elle s'adapte. Puis, bien sûr, on est flexible, mais en même temps, si ça prend 3 mois, 6 mois dans le restaurant, quand c'est une formule techniquement assez simple pour les gens qui sont faits pour ce monde-là, parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour travailler dans les restaurants. C'est pas un métier qui est pour tout le monde. C'est pas une réalité qui est pour tout le monde. Mais bon. Donc ça, c'est un peu une partie. Maintenant, quand je regarde le côté plus technique, là, si on tombe les rôles plus techniques comme comptable, par exemple. Justement, on vient depuis le mois d'octobre d'engager une nouvelle arrivante dans le poste de comptabilité, qui est quand même un gros rôle clé là, au sein de notre entreprise. Puis elle avait beaucoup d'expérience en comptabilité dans son pays d'origine. Mais ici, au Canada, il y a beaucoup de nuances au niveau des taxes, des impôts. Il y a quand même des règles qui sont différentes. Puis pour elle, c'est nouveau. Donc, là, moi, justement, j'étais toute excitée, là. J'avais mon deuxième cours de comptabilité au niveau MBA, là, cette année. Puis j'étais en plein dans qu'est-ce qu'on était en train de faire puis de travailler. Donc, vraiment, on s'est assis ensemble, on révise les états financiers ensemble, on discute. Puis oui, il y avait des erreurs, puis on en a discuté. Puis c'est à nous, justement, de lui donner les conseils puis le coaching nécessaire pour arriver à point. Mais il y a cette marge de manœuvre-là. Dans les rôles plus techniques, je dirais, tu sais, avant 6 mois, 1 an, je vais te donner en masse de chance de ce côté-là. Donc, ça varie un peu en fonction de la nature du poste, puis des responsabilités ou des exigences reliées. Ouais. Puis la deuxième partie de la question, je vais vous demander de répondre brièvement là-dessus, c'est on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui organisent des foires d'emploi. Serge, tu es à la ville, vous organisez beaucoup de foires d'emploi. Mais pourquoi est-ce qu'après, il n'y a pas de suivi aux candidatures des participants après les foires? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis-nous la vérité aujourd'hui. OK, je vais essayer. Quand on parle de suivi ici, j'imagine qu'on parle de suivi de la part des employeurs qui ont reçu des candidats. Et je suis content d'entendre cette question parce que je me la fais poser régulièrement là, je suis habitué à ça. Quand on fait un foire d'emploi, généralement, les candidats ou les personnes à la recherche d'emploi s'attendent à nécessairement décrocher un emploi. Une foire d'emploi ou bien salon d'emploi, c'est une exposition d'employeurs qui sont à la recherche d'employés. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont y aller vont nécessairement sortir avec un job. On est d'accord. Quand vous regardez le ratio participation, recherche d'emploi et entreprise, on a 20 entreprises versus 5000 participants. On est d'accord? Et parmi les 20 entreprises, je donne encore un calcul rapidement. Si chaque entreprise vient avec 10 postes,
fois 20, ça fait combien? Ça fait 200 postes avec une participation de 1000 personnes. Donc, on fait encore le calcul. Ce qui veut dire qu'il y a 800 personnes qui vont retourner chez eux découragés, déçus. Et il y a 200 personnes qui vont retourner tout contents. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une question de vous allez à la chasse. C'est à vous de pouvoir, je vais dire, convaincre ou bien vous vendre. Et parfois, on a des salons d'emploi où il y a une entreprise qui a juste un seul poste. Juste un seul poste. Est-ce qu'on va dire non parce que tu as juste un seul poste? Non, tu ne viens pas. Non. Parmi ce poste, ben, ça peut être la chance à une seule personne et puis that's it. Lui, il a atteint son objectif, on est d'accord. Et on a aussi des entreprises qui ont des postes à devenir, c'est-à-dire des postes qui vont s'ouvrir bientôt, mais qui sont là aujourd'hui, n'ont pas d'ouverture tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne un salon d'emploi ou bien une foire d'emploi. Et généralement, comme j'ai dit, dernièrement, on a fait le dernier salon avec la ville, on avait plus de 2500 participants. 2500 pour 24 employeurs. Mais imaginez-vous un instant là qu'il y a 2000 qui sont retenus à la maison sans emploi. Ben, certainement que ces personnes font partie de cette catégorie-là. Donc, voici un peu ce que j'ai à dire. La recherche d'emploi n'est pas seulement un job à temps partiel. Et je me suis fait dire hier par, je vais citer la personne, Daniel Grant, c'est un conseiller en recherche d'emploi à l'Université de Moncton. Il dit pour avoir un job, il faut appliquer dans 50 entreprises. Wow. C'est-à-dire 50 fois pour espérer avoir un job. So, si vous appliquez 49 fois, vous n'allez pas avoir un job. Donc, voici un peu ce que je peux dire pour ne pas être trop long à ce niveau. OK. Merci beaucoup. On va juste faire une petite pause pub parce qu'on a nos amis Cédric et Alain de Kodiak FM qui ont lancé la semaine passée, je pense, hein, une très belle initiative, Podcast NB. On a voulu leur donner la parole pour les personnes qui sont ici, si vous êtes intéressés à sortir un podcast. Donc, Cédric, Alain, vous pouvez juste vous avancer, vous pouvez juste vous mettre comme de ce côté-là, puis vous pourrez parler rapidement de l'initiative Podcast NB pour pouvoir partager ça aux personnes qui seraient intéressées dans la province à lancer un podcast. Tu peux te mettre de ce côté ici, s'il te plaît? Ouais, c'est pareil. C'est quand on rappelle des souvenirs. Ben, on est façon à toujours. Ouais, tu peux juste te mettre là, c'est correct. C'est pub. On peut un rythme de pub ou... Comme tu le sens, comme tu le sens. Et ça se dit, faire un podcast. Non, OK. Salut tout le monde, moi c'est Cédric, directeur général de Kodiak FM ici à Moncton, sur le campus en fait. La semaine dernière, on a lancé un beau projet à l'échelle de la province, c'est Podcast ND dans le Nouveau-Brunswick. C'est un projet vraiment pour accompagner tout le monde qui désire faire un podcast et juste produire du contenu de façon générale. On ne se limite pas seulement pour un podcast, mais aussi à d'autres choses où le faire des micro-trottoirs, parler de votre communauté, de vos intérêts, de ce qui vous intéresse dans la vie en général. On est prêt à vous accompagner en termes d'équipement, de formation, de distribution également sur Spotify, Apple Podcasts, ça c'est pour les podcasts bien sûr, Amazon Music, Deezer pour les Européens. Donc, c'est en gros ça. Ce projet n'est pas comment dire, restreint à une certaine communauté. C'est vraiment pour tout le monde. Donc, vous êtes l'âge de 12 et les âges de 12 et 30 ans. C'est vraiment la seule restriction, malgré les autres restrictions que le gouvernement fédéral nous a posées. On a essayé quand même d'inclure tout le monde dans ce projet-là. Vous savez, tant bien que moi, que des fois, les programmes sont créés, puis on exclut certaines personnes, surtout les personnes étudiantes de l'international, de ce projet-là. Mais nous, on a décidé quand même d'aller de l'avant, puis d'offrir le projet à tout le monde. Alors, voilà, l'appel est lancé. On nous accompagne du début jusqu'à la fin, des idées jusqu'à la distribution. Donc, si vous avez des questions, c'est podcastnb.com. Et aussi, on est là, puis vous pouvez envoyer des messages ou poser des questions. C'est ce que j'ai envoyé utile. Certainement. Mais je t'ajouter sur quelques affaires aussi. Faut pas oublier non plus que
Notre objectif dans tout ça, c'est rassembler des podcasts du Nouveau-Brunswick d'ici. Oui, on vous accompagne de la formation à la description de votre podcast. On a créé les formations. Vous avez accès. Puis on peut vous accompagner. Mais les gens de la région du Sud-Est aussi, un avantage. Vous avez aussi accès à le studio. On n'a pas parlé du matériel, mais si vous n'avez pas de matériel, vous voulez vous lancer en podcast et que vous dites, My God, il demande vraiment matériel. C'est ça qu'il demande pour lancer mon podcast. J'ai mon idée. Je me connais vu au niveau technique, mais j'ai rien. Ben nous, on a tout ça pour vous. Donc, c'est pas un souci. La première porte, en fait, est complète déjà. La date limite était demain, donc elle est déjà complète aujourd'hui, en fait. Donc, n'hésitez-toi quand même à remplir le formulaire parce que je pense qu'on va ouvrir quand même une cohorte bientôt avec la demande qui est là. Donc, c'est un peu ça le projet de podcast que je peux un peu s'élargir. Je vais pas parler de ça. On l'a pas parlé tout à l'heure. On a une vision aussi. Je pense à Cove ici, qu'on a participé, qui ont un podcast indépendant. Nous, on veut rendre le podcast accessible à tout le temps au niveau des personnes qui souhaitent créer un podcast, que des personnes qui souhaitent écouter des podcasts. Donc, on souhaite aussi, si vous avez un podcast que ne soit deux fois peut-être passé par le projet Podcast ND, qu'on puisse peut-être collaborer à héberger votre podcast pour le rendre accessible à le plus de personnes possible. Donc, c'est un peu ces moments-là, n'hésitez pas à les écrire. Puis l'autre petit détail que j'ai omis, c'est que non seulement, oui, vous allez pouvoir bénéficier de cette visibilité-là, mais pour les gens qui produiront à travers nous, eh bien, ils auront ce bénéfice-là d'avoir de l'investissement en publicité de notre part. Donc, on investira vraiment dans le marketing de votre contenu. Si vous voulez, je sais pas, des affiches, des publicités sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. On vous a peut-être pas aussi dans cette stratégie-là, puis on mettra des moyens, les ressources financières nécessaires pour que votre projet puisse réussir le plus possible. OK. C'est ça. Tu peux donner le micro. C'est bon? Oh. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas de contacter Cédric et Alain. On mettra aussi en barre de description sur YouTube le site web et les liens pour les réseaux sociaux de Podcast NB. Je pense que c'est disponible sur Alain, LinkedIn, Facebook, Instagram, hein? Podcast NB. Oh, OK. Puis, vous pouvez aussi suivre Kodiak FM aussi sur la page. Vous aurez un peu plus de détails. Donc, ça, c'était la pause pub. On revient à nos questions pour... Oh, la pression, elle s'est descendue, la pression? Ah ouais. OK. Donc, la deuxième catégorie, question, on va passer dans les codes de communication en entreprise. Donc, si tu peux passer le micro à Dominique, ça va être la question pour elle. Donc, en fait, la question que la personne qui nous a été posée, c'est une fois embauché, on se rend vite compte que tout n'est pas dit clairement. Je pense qu'on a déjà tous, je vois des gens qui secouent la tête. Tout n'est pas dit clairement. Il y a des codes de communication implicites qu'il faut apprendre à décoder. Donc, du coup, tu deviens employé, mais aussi détective. Comment dire non sans vraiment dire non dans certaines situations? Donc, si vous pouvez partager un peu vos expériences en matière de communication indirecte et aussi en ce qui a lien aussi à l'adaptation culturelle. Donc, on va commencer avec Dominique, puis on va continuer avec Serge. Oui, c'est une très bonne question. J'aimerais bien avoir des mises en contexte ou des exemples concrets de tout ça. Est-ce qu'il y a des exemples dans la salle, peut-être? Ouais, s'il y a des cas particuliers, j'aimerais bien vous entendre. Je ne sais pas si Il n'y a pas découragé. il y a quelqu'un qui veut se prononcer. Non. OK, Elise, il y a Elise. Vas-y, on va prendre un exemple. Pour vrai, faut que tu viennes, ouais, tu te rapproches. Donc, dans le contexte de dire non, sans pour toi dire non, je prends l'exemple. Mettons si tu as comme gestionnaire qui te demande de faire quelque chose, il te demande, tu ne prends plus une tâche, mais tu as encore envie de la faire. Comment dire non? Parce que la réalité est que la conversation elle est très indirecte au Canada, on ne comprend pas. Donc, tu vas te rendre compte au travail, on te donne une réponse, mais en arrière, c'est non. Et tu réalises plus tard, en fait, on avait dit. OK. Donc, c'est dans ce contexte-là. Tu dois faire quelque chose ou alors tu demandes un service, tu demandes de l'information. Raison. OK, est-ce que je peux avoir une augmentation de salaire? Très bonne initiative, on s'en reparle plus tard. Ça, c'est un non. Hein? Donc, ce genre de contexte. D'accord. Bon, merci de m'éclairer un peu sur la question, j'apprécie.
C'est une très bonne question, en fait. Puis, c'est vrai qu'au Canada, on n'est pas les plus directs. On danse souvent autour de la question, autour du sujet, donc c'est très, très pertinent quand même comme question. Je pense qu'à ce point-là, c'est au début peut-être d'être en mesure de bien comprendre c'est quoi son poste, c'est quoi son rôle, c'est quoi les responsabilités qui sont associées, puis de mettre ça un peu noir sur blanc. Nous autres, comme employeurs, on a le mandat puis la responsabilité de faire des descriptions d'emploi, des descriptions de tâches qui sont bien complètes, qui sont quand même précises. Dans les restaurants aussi, on a comme des manuels d'employés où est-ce qu'on a vraiment comme tout ce qui est compris dans les tâches, quelles tâches sont associées à quel temps de la journée, par exemple. Donc, je pense du début d'avoir quelque chose de clair en termes de qu'est-ce qui rentre dans vos fonctions puis qu'est-ce qui rentre pas dans les fonctions. Ça va être un levier qui serait quand même pratique à avoir. Ensuite de ça, si c'est quelque chose qui tombe vraiment en dehors de la coquille, ben, c'est de dire, ouais, c'est une bonne question, hein, comment gérer ça? Moi, d'où j'ai pas moi, je suis de l'autre côté de la médaille, donc j'avais difficulté à répondre ça. Mais je dirais, c'est ça, je pense que c'est vraiment de bien comprendre son poste, son rôle, ses responsabilités, puis de questionner peut-être comme de dire: «Ah, tu sais, j'étais pas au courant que ça tombait peut-être dans mes fonctions, dans ma responsabilité». Danser avec votre gestionnaire en radio, faites la salsa un peu ensemble, puis, essayez de mettre le doigt sur c'est vraiment à qui cette responsabilité-là. Puis ensuite, si c'est quelque chose qui tombe justement en dehors de votre zone de confort ou dans votre zone de compétence, de dire: «Regarde, je sens pas que j'ai les outils nécessairement pour faire ça. Est-ce qu'on peut m'accompagner? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait plus en mesure de bien répondre à ça?» Donc, je pense que ce serait plutôt ça. Puis en termes des augmentations de salaire, mais c'est pas quelque chose qu'il faut non plus éviter. Si on le demande, ça exige quand même une réponse. Donc, tu sais, on peut demander peut-être une révision de performance en même temps, tu sais, de dire, tu sais: «Je pense que je serais due pour une augmentation», puis de vendre un peu le pourquoi. Tu sais: «Ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je suis avec l'entreprise, j'ai pas manqué de journée de travail». Donc peut-être de venir un peu avec les raisons du pourquoi vous pensez que vous méritez cette augmentation-là. Puis si c'est refusé, de dire: «J'aimerais bien comprendre, sur quoi je peux travailler pour trouver cette valeur-là pour votre entreprise, pour être capable de justifier cet effort-là. Qu'est-ce que je fais pas, qui correspond pas à vos attentes tout de suite ou qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer pour que la prochaine fois, ça soit un oui?» Donc là, vous tombez dans une place que vous n'avez pas le choix d'avoir un oui d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas un oui directement aujourd'hui, mais ça sera un oui tantôt. Puis souvent, nous autres, ça va être le cas. Par exemple, si on a quelqu'un qui nous arrive puis on dit: «Garde, on va te donner une augmentation de X montant, puis voici quelques points à travailler». On te donne, tu sais, 1 mois ou 3 mois à travailler ça, à développer ça. Puis si on est satisfait avec ces améliorations-là, on va revoir encore. Donc, je pense que ça complète, les Bien, merci beaucoup. Serge, peux-tu, brièvement, après on va passer à l'autre question là? OK, ben, pour répondre juste rapidement, je pense que les gestionnaires des ressources humaines ont déjà pensé à ce scénario. Et quand vous voyez la description des tâches, il y a toujours un dernier mot à la fin. Tâches connexes. On est d'accord? La tâche connexe, ça répond à toutes ces questions. Parce qu'on ne peut jamais avoir une tâche, la liste de tâches exacte dans un poste. À moins que vous soyez dans une position de travail à la chaîne où vous faites exactement qu'est-ce qu'on vous demande, pas plus que ça. Oui, ça fonctionnerait. Mais un poste qui nécessite soit du travail intellectuel, du travail mental, des meetings, des réunions. Moi, dans mon contrat de travail, je ne vois pas le nombre de meetings que je dois faire par semaine. On est d'accord. Mais à la fin de la journée, tu te retrouves avec 2-3 meetings. À la fin de la semaine, ça te fait une vingtaine de meetings. Fais le calcul à l'année, tu te retrouves à plus de 500 meetings. Ça fait plus de 500 heures dans ton travail, plus les rapports, plus les suivis, plus tout ce qui vient avec. Mais ça, on ne peut pas donner tous ces détails dans un contrat de travail. Est-ce qu'on est d'accord? So, pour moi, le plus important, c'est est-ce que vous êtes capable de faire qu'est-ce qu'on vous demande, tout en gérant votre temps. Parce que si votre gestionnaire vient vous voir pour vous demander
Pouvez-vous faire ça? Ben, il sait et il vous connaît, il connaît votre capacité, il sait si vous pouvez faire ça ou pas. Sinon, il ne vous demandera pas quelque chose que vous n'êtes pas intellectuellement prêt à le faire. Maintenant, en matière de gestion du temps, c'est là que vous allez faire comprendre à votre manager ou bien à votre gestionnaire s'il y a une priorité. C'est là qu'on parle de détermination de la priorité. Qu'est-ce qui est priorité? Est-ce que c'est ce qu'il vient de vous demander ou bien c'est la tâche que vous étiez en train de faire tout de suite? Et c'est là que vient la conversation avec votre gestionnaire. J'ai compris ce que vous m'avez dit, mais là, ce deadline qui est demain, est-ce que ce que vous m'avez demandé peut attendre que je puisse ça? En toute chose, c'est la communication selon moi, au fait. Donc, ne nous basons pas sur qu'est-ce qui est seulement sur du papier blanc pour dire c'est ce que vous avez à faire, sinon qu'on sera tous déçus. Parce que ce que vous ne faites pas, allez-y chercher ça dans tâches connexes. Ça se retrouve là-bas. Merci beaucoup. Non, tu vas garder le micro. On va passer à la catégorie discrimination, racisme et inégalité en entreprise. Donc, c'est un sujet un peu plus délicat. La question, c'était en ce qui a les liens, tu sais, comme si quelqu'un fait face à de la discrimination en milieu de travail ou vit une expérience de racisme, comment est-ce que concrètement, tu dirais qu'il peut faire face à ça? Comme il se retrouve dans peut-être cette situation-là, puis il ne sait pas peut-être forcément à qui comme en parler, vers qui se tourner. Comment est-ce qu'il peut gérer ça dans son milieu de travail? Ça, c'est une question. J'aurais voulu que Dominique commence pour que je puisse m'inspirer de sa réponse. Ben, comme vous-même vous l'avez mentionné, c'est vraiment un sujet, une question très, très délicate parce que il faut déjà comprendre comment est-ce qu'on définit soit le racisme ou la discrimination en milieu professionnel. Parce que souvent, on fait des mécompréhensions où on pense qu'on est soit discriminé ou bien racisé, mais parfois qui n'est pas le cas. Ça peut être, oui, le cas, ou ça peut être ne pas l'être dans certains cas. Alors, c'est justement de chercher à comprendre, est-ce que cette action peut être qualifiée de discriminatoire ou de raciste? Et si on prend la définition, soit de discrimination, ben c'est un traitement défavorable d'une personne basé sur son origine sexuelle, religion, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour moi, si une situation comme ça arrive, c'est d'abord de voir, et puis ça dépend encore des entreprises. Et comme j'ai dit, dans les petites entreprises, c'est sûr qu'on n'a pas toute cette politique. Donc, vous ne savez pas peut-être où ni quoi faire quand ce genre de situation arrive. Dans ce cas d'espèce, vous vous référez aux autorités compétentes, qui sont le gouvernement, parce qu'il y a des services qui accompagnent les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation pour expliquer la situation. Parce qu'on parle d'égalité, on parle d'équité. Mais il y a des commissions qui sont censées accompagner ces personnes. Si l'entreprise elle-même n'a pas d'organisme, n'a pas de structure pour accompagner cela. Quand je prends la ville de Moncton et les entreprises, les organismes où je suis passé, il y a une politique claire, bien explicite, qu'on vous explique dès que vous rentrez. Et c'est zéro tolérance en discrimination ou bien en quoi encore, en racisme, ainsi de suite. Et même du harcèlement. Tout est vraiment écrit dans la politique. On est d'accord. Donc, si vous faites face à une telle situation, c'est de vous renseigner à l'interne qu'est-ce que l'entreprise fait pour ce genre de cas. Et s'il y a une structure en place, ben, en ce moment, vous recourez à cette personne. Et si cela vient de votre équipe, là, vous allez voir peut-être les ressources humaines. Parce que normalement, les ressources humaines sont une entité censée protéger tous les employés. Si une équipe de ressources humaines n'est pas capable de comprendre votre situation, si ça vient directement avec votre gestionnaire, ben, en ce moment-là, il y a un problème. Parce que si vous ne pouvez pas vous fier à votre gestionnaire immédiat, en ce moment, vous recourez aux ressources humaines selon moi. Donc, voici un peu qu'est-ce que je peux dire. Mais dans les deux cas, c'est soit vous vous référez à l'entreprise, à l'organisme lui-même, ou bien vous recourez aux autorités compétentes telles que les commissions basées sur l'égalité, l'équité, ainsi de suite. Donc, voici un peu ce que je fais. Dominique? Merci.
Je pense que Serge a très bien répondu. Dans notre part, quand je touche à ce sujet-là, encore une fois, nous, c'est vraiment dans les politiques du début dans l'entreprise. Un manuel de formation des employés, tu tournes la première page, puis c'est là en noir et blanc. C'est tolérance zéro. Donc ça, dans les communications, oui, c'est quelque chose de le mettre aussi sur papier, mais c'est aussi une sensibilisation directement avec les employés, avec nos gestionnaires de restaurants. Dans chaque restaurant, on a des gérants dédiés, on a aussi une directrice des opérations qui survole le tout. Puis c'est important au niveau de la direction qu'on ait ce langage-là uniforme qui dénonce ça, puis qui met ça en priorité comme quoi il y a zéro, mais zéro tolérance. Puis entre les équipes, c'est quelque chose, mais on vit aussi cette réalité-là avec les clients. Puis de ce côté-là aussi, c'est arrivé à ce restaurant ici au fait qu'on a déjà eu un client qui est rentré puis que, tu sais, qui adresse le personnel d'une façon qui est discriminatoire puis inacceptable. Puis en ce temps-là, c'est: «Non, non, comme je te sors pas dans mon restaurant, tu peux prendre la porte puis reviens pas». Donc c'est vraiment un langage qui doit être noir sur blanc. Puis c'est notre responsabilité en tant que dirigeant puis directeur d'entreprise de nous aussi, c'est de s'éduquer en premier temps puis d'être plus sensible à ce sujet-là. On a fait, il y a quelques années, j'ai appliqué pour le programme AIP, là, Atlantic Immigration Program. Donc pour faciliter justement le processus, pour les nouveaux arrivants à avoir leur visa ici. Puis à travers ce programme-là, il y a des formations qui se sont fait donner là, à travers Magma ou CAFI pour sensibiliser justement les gestionnaires, les dirigeants à cette diversité-là en lieu de travail. Puis chaque culture est différente. Tu sais, il y a différents comportements, différentes valeurs. Par exemple, avec la communauté qui vient de l'Inde, j'avais vu dans cette formation-là qu'il faut garder une certaine distance dans le terme de body language, comme ça prend une zone plus éloignée. Là. Tu peux pas, tu sais, puis au Nouveau-Brunswick, on est chaleureux, là, on veut tout le temps donner des gros câlins, puis mais ça passe pas bien partout. Tu sais, dans d'autres régions du monde, mais la ponctualité, c'est pas la même chose. La notion du temps, c'est plus important de prendre le temps de dire bonjour puis de saluer sa famille avant de quitter pour le travail, que d'arriver à pile pour 5 heures. Donc, il y a ces nuances-là qu'il faut bien comprendre, qu'il faut éduquer notre personnel, éduquer nos gérants. Puis, vraiment, c'est tolérance zéro. Puis comme je dis, c'est écrit noir sur blanc dans nos politiques, mais c'est vraiment au cœur de nos valeurs d'entreprise aussi. Puis c'est un travail évolutif, tu sais, on prend quand même ces étapes-là puis ces pas-là, mais on a encore beaucoup à faire afin d'être encore de plus à jour, si tu veux, de mettre ça encore plus clairement au sein de nos entreprises puis communiquer ça comme message en premier temps, là. Ah, merci beaucoup. En tout cas, je pense que les réponses étaient vraiment bonnes. Je vais continuer avec toi, Dominique. Justement, on a eu une belle question. En tant que femme, justement, la question, ça a été posée, c'est en tant que femme, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux avoir un parcours universitaire ou collégial pour réussir professionnellement? Est-ce qu'on doit aller faire les 4 ans à l'université, payer beaucoup d'argent, ou est-ce que le collège donne un accès plus pratique? J'ai beaucoup aimé cette question-là. Puis, je pense que ça vient vraiment à vous. C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre objectif? Puis, de ne pas dériver de ça. Je pense que le collège offre des options exceptionnelles, l'université offre des options exceptionnelles. Une nuance que je pourrais mettre là-dedans, que je trouve particulièrement intéressante, puis j'ai échangé là-dessus avec mes collègues justement au MBA. On est par année en équipe avec un groupe de 5 personnes, puis c'est des nouveaux arrivants, les 5 qui viennent de différents pays d'Afrique. Donc, ça a été un bel échange à ce niveau-là. Puis, justement, plusieurs d'entre eux sont dans le processus maintenant de recherche d'emploi à Ottawa. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de barrières, justement, euh, à ce niveau-là. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup de difficultés à se placer. Puis, on a eu une rencontre avec notre directeur de programme, en tout cas, pour aborder tout ça. Bref, pour revenir à la question, pour moi, comme chez collège, université, c'est pas grave. Je pense qu'un gros plus, c'est l'option coop, l'option de stage. Il y a ça à travers l'université, il y a ça à travers le collège. Puis en tant que dirigeant d'entreprise, puis là, tu
il y a des gens qui viennent de tout milieu, là. Il y a différents dirigeants d'entreprise, puis différentes mentalités, différentes perspectives aussi. Mais je pense que de voir sur un CV que quelqu'un a eu l'expérience justement de travail au Canada avec les stages, ça vous permet de faire ce pont-là, de gagner cette expérience-là de travail au Canada. Puis déjà là, quand on voit ça sur un CV, ben, il y a peut-être une certaine sécurité qui peut s'installer pour des employeurs. Donc, tu sais, l'expérience à l'international, c'est un gros plus ça aussi. C'est super enrichissant pour une entreprise d'avoir ça. C'est un gros atout. Mais il y a des nuances justement, tu sais, côté culturel, éthique de travail, culture de travail au Canada, ça peut différer beaucoup. Donc, si vous avez déjà goûté à ça ou déjà eu un peu de cette expérience-là, je pense que ça vous permet justement de bâtir des ponts puis d'ouvrir plus de portes en ayant eu cette expérience-là plus concrète. Donc, université ou collège, mais coop, stage, si ça peut être une option, c'est un gros plus. Ouais. Si je peux rajouter aussi là-dessus, moi je pense que tu parleras aussi de l'option aussi de regarder si tu as la possibilité de faire un stage à l'international ou un semestre à l'international. Moi, par exemple, comme à l'université de Moncton, j'ai gradué en gestion internationale et le, le semestre à l'international, c'est obligatoire. Mais les autres programmes, c'est pas obligatoire, mais tu peux appliquer pour ça. Puis moi, j'ai vraiment vu, comme dans mes entrevues après, ça a vraiment fait la différence. C'est comme le monde lisait ton CV, puis c'était comme, oh, t'as été en France. OK! C'était comme, ah, t'as fait une expérience en France, dis-moi comme, comment ça s'est passé ton stage. Puis ça montre juste comme tu as cette capacité-là de t'adapter, puis justement travailler dans différentes cultures. Comme déjà, t'es venu de ton pays, dans un autre pays, puis tu as quitté ce pays encore pour aller dans un autre pays. Donc, ça montre juste comme, c'est comme on appelle ça les soft skills d'adaptabilité, comme ce genre de choses. Donc, c'est des choses aussi qui font la différence. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as mentionné par rapport à quel est ton rêve, quelle est ta vision. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Comme par rapport à, on a chacun des chemins différents, mais lorsque tu as une vision pour là où ce que tu veux aller, là où tu te vois être, comme, ça te permet de justement faire les meilleurs choix. Parce que c'est sûr qu'aussi, côté plus, je peux dire côté plus pratique, rationnel au niveau des étudiants internationaux, c'est sûr que moi, je considère un étudiant international, si tu veux sauver de l'argent, va d'abord au collège, tu vois? Ensuite, tu feras l'université après. Mais si tu as les moyens de te faire accompagner dans ta politique, de pouvoir aller à l'université, comme c'est juste aussi le choix. Donc, c'est aussi de regarder le côté, quelle est ma réalité, mais quelle est ma vision, quel est mon rêve. Et rien ne dit que si je fais le collège, je ne peux pas aller à l'université après. Parce que comme il y a des cours qui sont crédités, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un bon point. Oui, bien sûr. J'aimerais juste savoir pourquoi la question a été adressée seulement aux femmes. Moi, je dis pas, c'est les questions. Je peux pas Honnêtement, identité les honnêtement, pourquoi cette personne n'a juste pas dit collège ou université? Parce que la réalité s'applique justement même aux hommes. So, ce que moi je veux dire ici, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la formule 70-20-10. 70-20-10, ça veut dire 70% de nos connaissances professionnelles, ça s'acquiert dans le domaine professionnel. 70%. 20% dans notre réseautage, dans notre cercle d'amis. Et les 10% sur les bancs de classe. Donc, que vous fassiez collège, université, whatever que vous voulez, vous allez seulement sortir de là avec 10% de qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour être opérationnel sur le marché du travail. Est-ce que vous comprenez? Mais les 70%, c'est dans le milieu du travail. Qu'est-ce que vous apprenez? L'expérience que vous allez acquérir. Donc, pour moi, ça dépend vraiment de, le programme que vous faites, parce qu'il n'y a pas de programme, il y a des programmes qui ne se donnent soit pas au collège, qui se donnent seulement à l'université. Ces personnes sont poignées avec l'université. On est d'accord. Mais si on a un programme qui se donne dans les deux, en termes, je vais dire, techniques, économiques, oui, si vous voulez sauver de l'argent, comme vous l'avez dit, peut-être aller faire un tour au collège et puis continuer si on veut. Mais le plus important ici, ce n'est pas nécessairement c'est quoi la valeur de ce bout de papier que vous avez. Certes, ça vaut une valeur, mais c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Si vous avez une personne qui a fait un collège, un diplôme de 2 ans, qui a fait des stages à l'international, comme vous avez mentionné, avec un programme coop et tout le reste, et une personne qui a une maîtrise universitaire avec 0 coop, 0 stage,
zéro expérience, pensez-vous que l'entreprise va regarder, j'ai quelqu'un qui est en maîtrise de mon équipe? Ça vaut rien. Ça vaut juste que tu as écouté ton prof pendant qu'il t'a parlé pendant... Et that's it. So, le plus important, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est capable de faire et non pas qu'est-ce que le bout de papier vaut. Parce que je vais vous faire une analogie. Prenons un peu le monde de l'aviation et puis je vais aller rapidement là. Quand vous montez dans l'avion, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut pour monter dans l'avion? Un passeport. Un passeport. Ou bien une carte. Si vous êtes à l'interne ici au Canada, juste une pièce d'identité. Mais parlons de voyage à l'international. Un passeport. Et dans l'avion, on en a qui ont des passeports diplomatiques. On en a qui ont des passeports ordinaires. Et il y a différents types de passeports, mais vous êtes tous dans le même avion. Mais le CV, le diplôme, c'est le passeport. Il vous faut ce diplôme-là pour dire oui, je peux appliquer pour ce poste. Maintenant, où est-ce que vous allez vous asseoir dans l'avion, que ce soit en classe économique ou bien business, ça va dépendre de qu'est-ce que vous valez. Donc, vous pouvez avoir une maîtrise qui équivaut au passeport diplomatique, mais si vous payez votre billet d'avion en classe économique avec votre passeport diplomatique, vous allez partir vous asseoir en classe économique. Et celui qui a son passeport ordinaire, s'il a payé son billet à $3,000, il sera assez pendant en classe affaires avec des grands hommes d'affaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu l'analogie que je voulais faire. Non, j'aime beaucoup, vraiment. Et ça, c'était une belle punchline. On va faire un réel avec ça. Non, non, mais c'est vraiment beau parce que moi, c'est souvent la question que je me dis à compétences égales, tu vois, pour toi qui es recruteur, tu vois, tu reçois 2 CV, c'est les mêmes études, disons même le même parcours, mais ce qui va différencier, c'est de voir comme, oh, cette personne, soit elle a eu des expériences de travail, soit peut-être des expériences de bénévolat ou des projets qu'ils font à côté, comme je le mentionnais dans le dernier épisode qu'on a fait avec Christian, justement, de comme moi, l'année passée au travail, on a eu un projet qui est venu et il faisait un podcast dans ce projet-là. Et directement, ils étaient comme Esther, tu as de l'expérience dans le podcast, tu vas faire ce projet. Ça, c'était vraiment en mode comme tu dis, c'était dans les taxes connexes, tu vois, mais vous avez l'expérience pour pouvoir faire ça. Et c'est comme tu te dis, waouh, même les choses que je fais à côté, mes passions que je développe, etc., c'est un soft skill que je peux mettre en avant, même si j'ai pas peut-être eu de l'expérience à proprement dit. Mais comme moi, j'encourage toujours comme les étudiants comme à se développer des passions à côté, développer des trucs parce que des fois, on reste dans nos cases de OK, moi, tu fais ceci, je reste là-dedans, comme le reste ne m'intéresse pas trop, ou bien, tu sais, tu fais tes études, tu es focalisé là-dedans, tu ne cesses pas de développer d'autres compétences, mais comme je dirais comme apprendre à se connaître, apprendre à développer des choses qu'on aime. Si tu aimes faire la cuisine comme cuisine, si c'est pas peut-être, ça peut, comme il y a toujours un moyen de valoriser les choses qu'on fait, je pense. So, c'est juste comme comment le communiquer aux autres. Donc, c'est vraiment important. Waouh, le temps avançant. Donc, il nous reste 2 questions. L'autre question, comme on va aller avec Serge là-dessus, c'est les petits interdits au travail qui nous font du bien. J'ai beaucoup aimé cette question quand je l'ai vue. Donc, la question qui nous a été posée, c'est, je l'ai pris par écrit parce qu'il fallait la mise en contexte. Je comprends pourquoi certains milieux professionnels limitent ou interdisent l'utilisation du parfum, notamment pour respecter les personnes ayant des allergies. Mais parfois, ces parfums ne sont pas juste des odeurs. Ils nous rappellent la maison, nos souvenirs, chacun d'entre nous ayant un bagage différent. Ça nous fait du bien mentalement, physiquement, psychologiquement. Donc, comment on fait chacun et chacune pour gérer ces petits interdits au travail? Comment arriver à garder une part de nous-mêmes tout en respectant les règles du milieu professionnel, Serge? Je vais aller dans le même sens que le parfum. Il faut dire que le Canada est un pays ou bien est une région saisonnière. On a plusieurs saisons, c'est-à-dire on change de température d'un moment à l'autre. OK? Et chaque saison vient avec ses réalités. Quand on passe d'été au printemps, automne, vous voyez qu'il y a des arbres qui fleurissent et ça dégage des pollens. Ces pollens sont une source d'allergie pour certaines personnes. Et quand on se retrouve dans cette catégorie de personnes qui sont sensiblement allergiques à n'importe quelle chose qui peut arriver, ça peut être un aspect contraignant pour ces personnes quand on parle de
parfum. Le parfum, c'est quoi? C'est une odeur. Une odeur peut-être bonne ou mauvaise. On est d'accord? Maintenant, ce que vous trouvez bon peut ne pas l'être pour moi. OK? So, si vous trouvez que votre parfum mérite d'être diffusé partout, ben là, il y a un problème. Parce que vous voulez vous faire plaisir à vous, n'est-ce pas? So, si votre parfum vous rappelle votre enfance, ou votre culture, j'ai envie de dire un truc là. Parfumez-vous et puis enfermez-vous dans votre chambre. Comme ça, vous respirez le parfum. C'est juste à vous seul. C'est comme si vous vous imprégnez. Pour vous méditer même si vous voulez. Mais ici, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'on a tendance à dire, oui, ça me plaît. Et un élément que j'ai constaté, je mets du parfum, mais très occasionnellement. OK? Et ce que j'ai remarqué, quand on met le parfum et qu'on est capable soi-même de sentir le parfum, ce qui veut dire qu'il est très fort. Laisse les autres sentir. Mais si tu le mets pour que toi-même tu le sentes, dis-toi que l'autre à côté de toi va le sentir doublement. Donc, on n'a pas vraiment besoin de s'imprégner, de s'imbiber pour savoir si ça fonctionne. Juste une ou deux pochettes. That's it. Si c'est un bon parfum, ça va se faire savoir. OK? Maintenant, ces interdits, oui, ça nous rappelle tout ce qu'on peut imaginer, mais il faudrait aussi qu'on pense aux autres. Parce que si ça dérange, généralement, les gens ne voudront pas quelque chose qui dérange les autres. Et pour éviter cela, on dit tout simplement milieu non parfum. Et si on parle, si je veux vraiment sortir un peu du cadre du parfum, ça c'était une autre chose, mais des autres interdits, je ne sais pas quoi d'autre. La nourriture. Parce que je sais que j'avais parlé avec un ami une fois, puis il avait dit, il avait amené son bon plat de foufou au travail, il a chauffé, il a ouvert le micro-ondes, tout le monde l'a regardé un peu bizarrement. Donc, des fois, les gens se trouvent dans des situations où, je vais dire, ils commencent à avoir honte de leur culture parce qu'ils ont peur de gêner. Parce que ce n'est pas les mêmes odeurs, justement, comme tu dis. Comme pour moi, l'odeur peut être normale, mais pour toi, elle est très forte. Et puis, c'est vrai, et honnêtement, c'est vraiment la réalité dans laquelle nous vivons parce qu'on est dans une société très multiculturelle. Des Acadiens, depuis la nuit des temps, cuisinent avec 2 épices. Sel, poivre. Right? Sel, poivre. Et ça fonctionne. C'est bon, ça goûte bon, comme on le dit par ici. Mais nous, il faut qu'on aille au marché je sais pas, Casablanca, ou bien faut dévaliser toutes les épices. Il faut les mettre dans une même casserole. Et finalement, tu ne sais même plus c'est laquelle qui sent. Mais c'est notre culture, on est d'accord. C'est comme ça qu'on aime les choses. Sauf que pour des personnes qui ne sont pas habituées à ça, ça fait fort. Il y en a qui aiment, qui disent « Ah, mais ça sent bon ». Et il y en a qui, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je me dis, comment est-ce qu'on va gérer ça? Si je vous dis que j'ai la réponse tout de suite, je vous aurais menti et je ne veux pas vous mentir. Mais c'est juste faire ce qu'on peut pour faire le moins de mal possible. C'est vraiment ce que je peux dire. Parce que si on sait que ça dérange, peut-être, je ne sais pas, fermer peut-être le couvercle de votre nourriture pendant que vous le chauffez au micro-ondes pour ne pas que l'odeur dégage. Et s'il y a une salle à manger, peut-être allez-y manger dans la salle à manger plutôt que peut-être de manger, c'est pas dans votre bureau ou je sais pas, j'ai aucune idée, mais essayons quand même d'être rationnels selon moi, au fait. Mais pour le parfum, pour retenir à ça, c'est vraiment ça. Diminuer un peu l'utilisation. C'est ce que peut. Dominique, tu veux rajouter? Ouais. Ouais, juste pour ajouter une petite touche. Merci pour le partage. Mais c'est ça, pour moi, le parfum, j'allais dire, je pense que comme un petit push, là, ça peut passer. C'est juste pas là comme ça, je dis, là, de baigner, là, faire la tournée complète 360, là. Mais pour moi, puis nous, c'est pareil, là, dans le milieu de la restauration, dans les événements, tout ça, on essaye de rester plus loin des parfums, mais je me mets quand même un petit push là, sur le poignet, puis j'en mets un peu ici. Donc là, c'est proche de mon nez. Moi, je le sens, mais les autres ne le sentent pas.
Donc, je pense qu'on peut discrètement quand même garder sa petite touche de ce côté-là. Puis, il y a d'autres choses aussi d'exprimer justement son unicité, si on veut. Tu sais, les bijoux, le maquillage, les cheveux, la façon qu'on s'habille. Donc, gênez-vous pas de partager ça aussi. Je pense qu'il faut quand même rester, là. C'est sûr, il y a certaines places qui ont peut-être un code vestimentaire un peu plus pointu, là. Je pense dans les restaurants, on ne peut pas avoir des boucles d'oreilles là, qui pendent trop parce qu'on ne veut pas que ça tombe dans la nourriture. Donc, tu sais, en restant dans ces cadres-là, mais quand même d'ajouter votre touche puis d'apporter votre touche, là, que ça soit au niveau d'accessoires ou de coiffure, de maquillage, comme je dis, ça peut bien passer. Puis au niveau de la nourriture, foufou, je vois pas c'est quoi le problème. À checker poulet, à locaux, amener ça. C'est la seule chose que j'entends, c'est peut-être le poisson, là, qui a une odeur un peu plus imprégnante, là. Mais sinon, le reste, ça va, là, ça sent bon. En tout cas, Dominique a dit que ça sent bon, ça sent bon. On a retenu, Serge, ça sent bon. Ouais, donc c'est un peu ça les ajouts que je voulais dire. Je pense qu'on peut quand même faire voir, tu sais, notre personnalité ou nos goûts dans la façon dont on se coiffe, puis avec les petites touches personnelles. Non, tout à fait. Puis la dernière question, c'est dans la rubrique hypocrisie, politique de bureau et mentorat. J'ai beaucoup aimé cette question aussi. On le sait, le monde du travail, c'est pas toujours aussi transparent qu'on le voudrait. C'est pas le monde des bisounours. Donc, comment naviguer l'hypocrisie en entreprise et les politiques de bureau? Comme vous voyez, le côté hypocrisie et le côté oversharing. Des fois, on dirait que tu es au courant des choses que tu n'étais pas censé être au courant. Parce que le monde, je vois quelqu'un qui rit. Tu vois, les gens, des fois, à la pause. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment contente de travailler en télétravail. Parce que je pense que ça. Des fois, quand j'entends mes amis parler des histoires, je suis comme, c'est bien la maison. C'est bien la maison. Donc, comment gérer l'hypocrisie ou les gens qui parlent trop en milieu de travail? Comment je fais pour naviguer, puis ne pas me trouver dans des intrigues dans le milieu professionnel? On va commencer avec toi, Dominique. Ouais. Ouais, très bonne question. Là aussi, nous, tu sais, dans le cas de notre entreprise, c'est un peu différent comme dynamique. Là. Je sais, tu sais, j'ai des connaissances ou des amis là, qui travaillent dans des gros milieux ou des grosses corporations. Là, je pense comme dans le milieu des hôpitaux. Là, ça peut être plus compliqué. Dans les centres, tu sais, de soins, etc. Donc, tu sais, nous autres, dans les restaurants, on est peut-être 2 employés à la fois. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour ces échanges-là. Mais dans les milieux de travail où est-ce que justement il y a plus de gens, il y a plus de conflits, je pense que c'est juste de faire attention à qu'est-ce qu'on dit. On peut penser toutes sortes de choses, mais sachez que quand on dit quelque chose peut-être contre quelqu'un, ça peut se retourner aussi contre vous. Donc, juste de, tu sais, de voir un peu, de saisir comme ton environnement de travail, de voir comme c'est qui les personnes de confiance, c'est qui avec qui tu t'alignes, puis à qui tu penses que tu peux échanger dans une bulle qui est comme sécuritaire. Puis de se méfier justement des grandes bouches là, qui chialent contre tout puis tout le monde, là. Ça peut vite se retourner contre toi. Puis c'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui chiale tout le temps sur les autres, ben c'est sûr quand t'es pas là, là, elle chiale sur toi aussi. Donc, ça faut faire attention à ça. Puis, je pense, c'est ça, dans ce thème-là aussi, c'est comme, tu sais, il y a différents cadres aussi, là. Tu sais, tu as des superviseurs, tu as les dirigeants, et cetera. Donc, à qui tu te rapportes? Est-ce que tu dois rapporter ces choses-là? C'est des lignes vraiment comme difficiles à naviguer, mais je dirais d'en dire le moins que pas assez. Mais maintenant, s'il y a quelque chose vraiment de pas éthique ou qui brise vraiment les codes, tu sais, c'est là qu'il faudrait peut-être discuter, comme je dis, avec une personne de confiance, puis arriver avec un plan d'action. Mais d'aller parler aux bonnes personnes ressources, aux personnes de confiance, puis de faire attention à, tu sais, la façon qu'on va livrer ce message-là après au cadre supérieur ou quoi que ce soit, parce que ça peut être aussi, comme je dis, revirer contre lui. C'est vraiment une ligne délicate à naviguer, là. Serge, tu as des témoignages, une expérience en particulier? Mais c'est sûr que j'en ai, mais être plus rester un peu dans le cadre. Je pense que quand on est dans le milieu professionnel, il faut savoir faire la part des choses dans nos conversations. Et j'ai appris ici un mot au Canada, le parlage. C'est ici j'ai appris que le parlage, ça veut dire ceux qui parlent beaucoup. OK, so, le parlage, il faut savoir quoi dire au travail qui soit vraiment en rapport avec le travail. OK? Et je sais que parfois, durant des pauses, dépendamment encore de la position qu'on occupe, l'entreprise dans laquelle on se retrouve, comme Dominique l'a mentionné, ça dépend vraiment.
il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations de pause avec plein de personnes, c'est-à-dire c'est la pause pour tout le monde sort, on est assis, ça jazz, ça parle, ok? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ça vaut la peine d'être mentionné là? Ça, c'est un. De deux, est-ce que c'est la personne idéale à qui tu dois raconter ça? Parce que Dominique l'a si bien dit, les choses qu'on dit peuvent retenir contre nous, dépendamment de à qui on le dit et comment on le dit et c'est quoi le contexte. À la fin de la journée, c'est quoi la valeur, c'est quoi la finalité d'avoir mentionné cela. Si c'est juste pour faire du ragot, juste pour parler, ben dis-toi que tu passeras aussi à la barre. C'est une pièce de théâtre, chacun viendra faire son tour. Donc, ne sois pas surpris que toi, tu passes aussi à la barre le jour que ça sera ton tour. On est d'accord. So, je me dis, si c'est une conversation qui impacte soit le travail que tu fais, ou soit ta productivité, ou bien qui enfreint la politique de l'entreprise, comme elle a dit, en ce moment, il faudra suivre la voie qui est établie auparavant, qui est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas d'espèce. On est d'accord. Mais si c'est juste une conversation, tu peux l'avoir en dehors de ton travail. Si tu as une famille, si tu es un mari, tu es une femme, va le soir et puis jazz avec ton chum ou bien avec ta chumesse. C'est absolument. Ben, je ne sais pas s'il y a une chum, c'est qu'il y a une chumesse quelque part. Donc, oui, jazz avec elle ou avec lui, ou bien tes amis, c'est ça. Ça reste vraiment hors du contexte professionnel. C'est juste, ah, mais j'étais au travail, puis à telle situation, là, vous rigolez, ça n'a rien à voir, c'est juste une conversation. Mais si tu viens te plaindre à quelqu'un, c'est-à-dire du travail ou de l'équipe, dépendamment de la relation aussi que tu as avec cette personne, si c'est une personne comme Dominique l'a mentionné, avec laquelle tu t'entends super bien, à qui tu peux aller parler, oui, tu peux le faire. Mais si c'est juste une relation professionnelle qui vous lie et pas plus que ça, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc, voici un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin des questions. Donc, on va prendre 2 questions du public. Donc, 2 questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions qui brûlent, qui veulent poser à nos invités? C'est maintenant ou jamais. Parce que là, on doit terminer. Il y a des mamans et des papas qui doivent rentrer chez eux. Des chums et des chumesses. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Ah, vous êtes timide, hein? Il n'y a pas de questions. On va compter à 5, hein? OK. Il y a une question joviale, une question. Tu peux t'avancer? Ou bien tu peux la dire comme je pourrais. Guacamole, chez les déchets, donc travailler les skis par étant. Des fois, on peut passer là-dedans et chaque travail. Est-ce que Guacamole embauche durant l'été les étudiants ou à temps partiel pendant les études? Donc, je dirais, dans les guacamoles, il n'y a pas tant comme des postes nécessairement saisonniers. Ça va vraiment avec le contexte actuel. Des fois, on a, à travers l'été, ça se peut pour l'été qu'il y en ait qui ouvrent. Je ne le sais pas présentement. Normalement, quand on a des offres d'emploi, on va le publier sur la plateforme Indeed. Donc, je vous encourage, si vous êtes à la recherche d'emploi, c'est une plateforme qu'on utilise beaucoup. Mais c'est sûr, avec Esther, là, peut-être on peut s'organiser un petit réseau contact là, pour lancer l'appel quand on aura des ouvertures. Sinon, au niveau saisonnier, c'est plutôt dans les 14 Chibal où est-ce qu'on va avoir comme des hôtesses parce qu'on a la terrasse puis ça qui s'ajoute. Donc là, on recrute un peu plus nichement pour l'été. Mais ouais, donc ça me ferait plaisir. C'est ça, si vous avez des CV, même comme je dis, on a discuté de ça plutôt au sujet de la foire d'emploi. C'est sûr, des fois, on n'a pas quelque chose immédiatement, mais il y a toujours un turnover qui se fait dans le domaine de la restauration, quelqu'un qui répare chez eux justement pour l'été ou tu sais, qui quitte Moncton pour une raison quelconque. Donc, vous pouvez toujours envoyer votre CV si ça vous intéresse. Puis quand on a des ouvertures, ben là, on lance l'appel. Donc, ça marche. Mathilde, tu veux poser ta question? Ils disent responsable, j'imagine, de cette constat d'équipe. Les managers demandent souvent d'être transparents avec. Mais parfois, vous êtes transparent, ils sont fâchés parce qu'il y a des. So, moi, j'aimerais savoir quelle est la meilleure façon d'aborder un manager en restant probablement honnête, mais peut-être en ne restant pas honnête. Ça, c'est encore les comment dire non sans dire non, là. Comment comme il y a des managers qui demandent la transparence, mais qui ne sont pas très contents après quand tu es transparent. Donc, comment naviguer ça en gros? Tu veux commencer ou je commence? OK, je vais essayer d'être transparent.
Mais je pense que ça dépend vraiment du contexte et ça dépend du sujet que vous allez aborder avec votre gestionnaire, bien votre manager. Si je prends un cas de transparence sur son leadership, par exemple, et que vous trouvez que ce n'est pas un bon leader, c'est sûr que ça va le fouetter. On est d'accord? Donc, dans ce sens-là, lui, il ne s'attend pas à ce que tu sois transparent avec lui. Parce que là, tu viens de lui dire que, yo, tu me gères la botte. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? Je pense qu'il y a plutôt une manière de le faire, c'est plutôt faire des propositions. Ou bien se porter volontaire pour certaines tâches, par exemple. Si vous voyez que les directives parfois ne sont pas claires, parce que en tant que gestionnaire, il y a la communication, donner des directives claires. Si ton gestionnaire te donne des directives et que ce n'est pas aussi clair, il n'y a pas soit qu'est-ce que vous devez faire exactement, comment, quand, la date limite, toutes ces directives pour vous guider dans le travail, c'est sûr que vous vous dites, il m'a donné ça, j'ai tout le temps de le faire. Et puis 2 jours après, vous demande, OK, où est le travail? Je suis en train de travailler là-dessus. Non, mais j'avais besoin de ça. Ben, je ne savais pas. Vous voyez, donc, il y a vraiment tout ça qui vient et puis ça crée de la frustration. Donc, la communication claire est vraiment simple, au fait, si je peux vraiment dire ça comme ça. Mais si vous voyez que votre manager il reste toujours dans le contexte de leadership, soit n'arrive pas à manager ses tâches, vous pouvez lui proposer. Ah, ben j'ai fini mes tâches, j'ai 1 heure de disponible. Est-ce que je peux vous aider avec ce que vous pensez qu'il y a un problème avec lui dans ça, par exemple? Si c'est la gestion de son temps, est-ce que je peux vous aider avec telle tâche, par exemple? C'est comme ça que vous allez devenir pote avec ce manager tout en l'aidant à devenir meilleur. Mais pas plutôt dire que vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Et puis à la fin de la journée, c'est quoi la solution? Tu es juste venu pour me dire je ne fonctionne pas bien et après, c'est quoi? Non, je pense que ce genre de transparence, oui, ça, vous avez dit qu'est-ce que vous avez sur le cœur, mais ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose. Si vous pouvez le faire de manière subtile et que lui-même ou elle-même se rendra compte que elle s'est améliorée ou il s'est amélioré grâce à votre support. Donc, sans même le savoir, vous l'avez aidé, mais vous l'avez passé le message que vous dites, by the way, tu n'étais pas capable de gérer ton temps. Ça, c'est grâce à moi. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Je sais que c'est un peu politiquement diplomatique, là, mais c'est mieux. Ouais, non, si je peux ajouter là-dessus, j'avais écouté justement récemment un de vos épisodes de podcast qui parlait un peu de la culture de travail, tu sais, puis les nuances, là, justement, de la réalité au Canada. Puis c'est vrai, il disait au Canada, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas de micromanaging, là. On cherche vraiment l'initiative, si on veut, des employés. Donc, quand on arrive dans une situation où est-ce qu'on n'est pas satisfait avec une situation X, Y, c'est justement de voir comme, OK, c'est quoi le problème? C'est quoi les solutions possibles? Puis, dans les solutions, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans mon contrôle ou c'est en hors de mon contrôle? Puis là, si ça tombe en hors de votre contrôle, c'est justement, je pense que c'est important, cette transparence-là, de l'aborder, mais aussi d'arriver avec des solutions. Ou, tu sais, de discuter de votre problème, puis, ah, tu sais, voici quelques idées que j'ai eues qui pourraient peut-être aider à régler ce problème-là. Donc, c'est vraiment un échange, c'est une communication qui doit se faire, comme Serge disait, je pense que les directives doivent être vraiment claires aussi. Donc, c'est quoi qui est attendu de moi? C'est quoi qui fonctionne pas? Est-ce que c'est réaliste cette charge de travail-là dans ce nombre de temps-là? Puis là, ensuite, s'il y a des écarts, c'est d'aborder ça, puis d'arriver aussi avec des idées ou des propositions ou de poser la question à votre gérant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu sais, pour éviter ce genre de situation-là ou d'améliorer ça? Merci beaucoup, Serge. Merci, Dominique. Est-ce qu'on peut juste mettre d'applaudissements pour eux? Ils ont eu beaucoup de pression ce soir. Mais un grand merci à vous d'être venus. Un grand merci d'avoir posé toutes vos questions. C'était vraiment de très belles questions qui nous ont vraiment permis d'explorer, je pense, de long en large le thème. Et Serge et Dominique, merci pour votre participation puis la sagesse dans vos réponses. Je pense que les personnes qui vont suivre l'épisode en différé, vous aurez l'occasion de beaucoup apprendre. Donc, n'hésitez pas à nous partager en commentaire aussi. S'il y a un mot en particulier que moi je retiens, c'est vraiment comment dire ça, être à l'écoute de l'autre. Dans toutes les conversations on a partagées, je pense que c'est être à l'écoute, ne pas être égoïste, parce que des fois, on a tendance à regarder les choses de notre perspective.
Mais quand on se met dans les chaussures des autres, ça nous permet aussi de voir, OK, est-ce que moi, si j'étais dans cette situation-là, est-ce que j'aimerais ça? Parce que si c'est juste, je reste avec ma perspective, comme tout est bon dans mon monde, c'est comme le reste, c'est que ce soit l'exemple du parfum, etc. Mais c'est toujours de, je pense, se projeter, comme regarder dans les chaussures de l'autre. Ça permet vraiment de participer au mieux vivre en société, je pense. Donc, on a vraiment eu le plaisir de vous retrouver en personne. D'habitude, on fait ça soit avec les invités, on voit juste la caméra, on voit pas les gens. Donc, c'était vraiment une belle expérience de vous avoir en personne. Puis par rapport à la question de Jovial, ce que Dominique a mentionné, on est ravis aussi d'annoncer qu'on va lancer à la fin du mois d'avril la Com Newsletter. En gros, ça va être une newsletter que on va lancer qui va recenser des informations, que ce soit au niveau des financements, des opportunités d'emploi, de développement dans la province, parce qu'on s'est rendu compte tous les quatre en discutant. Nous, on a différents canaux de chat sur lesquels on parle. On a 2 canaux sur WhatsApp, on a un canal sur LinkedIn, sur Instagram, mais on se partage beaucoup d'informations. Mais c'est juste moi, personnellement, depuis que je suis dans le milieu du travail, tu te rends compte quand tu es connecté avec certaines personnes, tu as accès à certaines informations, mais tu te rends compte que tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Et on s'est dit, oh, ce serait bien de lancer quelque chose dans lequel, comme, oh, si j'ai une information, je peux juste le transférer parce que, oui, je peux le transférer à des personnes que je connais si je connais leurs intérêts, mais il y a peut-être quelqu'un que je connais pas qui pourrait en bénéficier, mais comme je sais juste pas. Donc, pour ceux qui sont inscrits, je pense qu'on a récolté vos adresses email. Donc, vous serez rajoutés sur la plateforme si vous avez donné votre consentement lors de votre inscription. Puis, pour les personnes qui nous suivent, il y aura un lien dans la barre de description pour pouvoir vous inscrire, pour être sur la liste, pour pouvoir recevoir la Com Newsletter. Puis, on vous demandera aussi, après la première qui sortira, de nous donner votre feedback si vous avez des informations ou des événements ou des offres d'emploi, comme Dominique disait, que vous souhaitez partager pour pouvoir justement le partager avec les membres de notre communauté. Un grand merci encore à Dominique et à Guacamole qui a accepté d'être un partenaire de ce premier événement, de ce premier Community Talk. Ouais, on peut applaudir, Consire. Bon. Un grand merci aussi à Roré de Lef Media. Donc, si vous avez besoin de vidéographes, vraiment, c'est pas parce que je le connais, mais je vous encourage. Il est vraiment créatif et super bon dans ce qu'il fait. Puis un grand merci à Enis Photographie, notre championne de la photo. Toutes les belles photos que vous verrez après de cet événement, c'est vraiment Élise aussi. Donc, on mettra leurs informations dans la description si vous voulez les rejoindre, si vous avez besoin de photos. Élise, c'est vraiment une artiste multidisciplinaire magnifique. Donc, n'hésitez pas, on mettra leur réseau et leurs informations pour pouvoir les suivre. Et si cette discussion vous a parlé simplement, partagez l'épisode, suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux et continuons la conversation parce que nous croyons que les décisions qu'on prend aujourd'hui ont un impact sur ce qu'on va manger demain à midi. Bon appétit! Wouh! Bon, merci à vous. On va continuer juste à échanger, discuter. Serge, Dominique sont là. Nous sommes là si vous avez des questions, mais on vous encourage vraiment à connecter avec d'autres personnes puis à profiter. Je pense qu'il y a des desserts encore qui doivent être servis. Donc, bon appétit, vraiment.